La généalogie est la pratique qui a pour objet la recherche de l'origine et de la filiation des personnes et des familles. On peut distinguer la généalogie ascendante, la généalogie descendante, la généalogie de la lignée agnatique, la généalogie de la lignée cognatique et je termine par la généalogie successorale. Le développement des technologies de l'information et de la communication a déjà facilité sensiblement la création, la gestion et l'accès aux différentes bases de données généalogiques, la représentation des différentes filiations et leurs recherches. Jusqu'à quel degré de parenté nos enfants d'aujourd'hui sont capables de dresser la généalogie de leur famille? Quel est le service de l'État qui peut nous donner aujourd'hui la généalogie des familles congolaises et avec quelle précision? Je ne suis pas seul, le conservateur Mobembo va nous accompagner au courant de cette émission. Je commence par vous dire un grand merci. Vous avez accepté notre sollicitation pour donner la lumière aux téléspectateurs qui nous suivent et qui trouvent l'intérêt dans cette émission Archives Identité sur les questions qui sont traitées. Et aujourd'hui, nous allons parler de la généalogie. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, mon cher. La généalogie, c'est un domaine très, très important. Et tel que nous sommes là, pour qu'on puisse avancer et savoir d'où l'on vient, il faut toujours se référer à la généalogie. Puisque personne ne peut dire aujourd'hui, il se réveille le matin, il dit voilà, moi je suis au Congo. Ça ne va pas aller. Il vient de quelque part et dit non, vous ne savez pas que moi je suis un Libinza. Ça ne peut pas aller. Ou bien Mongal, ça ne peut pas aller. Et ça, c'est au niveau déjà des tribus et des ethnies. Mais au niveau déjà des familles, là où nous sommes, d'où nous venons, il faut toujours savoir exactement de quel village on est, de quelle tribu on est, de quel clan on est. Et on vous classe toujours par rapport à ces clans-là. S'il faut vous donner des défauts, c'est par rapport à ces clans. Si vous donnez des qualités, c'est par rapport à ces clans-là. Et c'est ça, c'est comme ça que la vie a toujours mené. Les gens font toujours attention à l'origine de quelqu'un et à ses appartenances généalogiques. Est-ce que les enfants d'aujourd'hui sont capables de dresser la généalogie de leur famille et jusqu'à quel degré? Les enfants d'aujourd'hui, moi je dirais non. Les enfants d'aujourd'hui ne sont pas capables de dresser la généalogie. Et je ne suis pas prêt à donner la faute, à incomber la faute aux enfants. Moi je crois que la faute vient de loin. Elle vient de loin. La faute vient des parents. Oui. Alors ce qui fait que, déjà, quand vous êtes là, même si vous êtes dans une société qui n'a rien à voir avec l'écrit, mais nous avons vu des gens, des parents qui détiennent les archives orales. Et chaque fois qu'il y avait un problème, il y avait un décès, on appelait cet homme-là, quand il venait, il retraçait la généalogie de la famille en question. Ça veut dire que dans ce village-là, lui, il avait toute la situation en main. C'est-à-dire chaque famille, chaque lignée, il savait d'où l'on vient. Alors, si on fait confiance à un individu dans un village, mais vous êtes sûr que après quelques années, le même individu doit toujours rester pour toutes les familles. Ce qui fait que, normalement, ce sont des efforts qui devaient être déployés au niveau de chaque famille. Chaque famille devait faire attention pour qu'elle puisse communiquer à ses descendants d'où l'on vient. Et pour qu'elle puisse communiquer à ses descendants les origines et même les noms des ancêtres. La plupart de nos enfants qui sont là aujourd'hui, quand vous le posez seulement, de connaître seulement le nom de son grand-père, c'est un problème. Le nom de sa grand-mère déjà, c'est un problème. Alors l'arrière, n'en parlons pas. L'arrière, n'en parlons pas. Alors moi, je crois que c'est de la faute des parents tout d'abord. Il fallait que les parents nous apprennent déjà au départ d'où l'on vient et comment s'appelait leur papa, leur maman, et ils ont vécu dans quel village, dans quelle province, de telle sorte que quand un enfant est en train de grandir, il a toutes ces idées-là dans la tête. Moi, je me rappelle encore, quand on était encore jeune, on était encore au petit séminaire, quand j'ai commencé à aller un peu à l'intérieur pour voir un peu comment la famille évoluait,
Il y avait des moments où je posais des questions en tant que petit séminariste. J'arrive, je pose la question, j'ai dit, mais bon, maman, nous avec cet homme-là, c'est comment? Parce qu'on me dit de l'appeler papa. En Afrique, c'est ou bien papa ou bien maman. Il n'y a pas de cousin, il n'y a pas de neveu, il n'y a pas de... Non. On dit, yaya nayo, leki nayo, c'est tout. Papa, maman. Alors, quand je posais la question, mais avec cet homme-là, comment nous sommes? On ne m'a jamais donné l'explication. On a toujours dit, ah, c'est votre papa, non? Alors que j'ai laissé mon papa au centre-ville, au centre du territoire, qui m'a permis d'aller quand même à l'intérieur. Mais quand je pose la question, on me dirait seulement, non, c'est votre papa, non? Et puis on s'arrête là. Quand je pose la question, mais cette maman-là, comment on est avec elle? Ah, ça c'est votre maman. Et on s'arrête là. Bon, comment voulez-vous qu'après je puisse savoir exactement à qui j'ai affaire? Ouais. De telle sorte que quand j'ai commencé à grandir, je me trouvais devant des mamans, devant des papas dont je ne connaissais même pas l'origine, mais ils étaient tout le temps chez nous à la maison, ils venaient, ils dormaient, ils rentraient. Mais quels sont les liens qu'on avait avec ces gens-là? Je ne savais pas. Ouais. Donc c'est au niveau des parents déjà. Alors ce qui fait que moi maintenant quand je vais grandir, comment voulez-vous que je puisse les prendre comme modèle? Comment voulez-vous que je puisse les imiter? Même les sauver? Je ne suis pas là. Mais on me dit seulement papa. Alors moi je connais mon papa. On dit seulement maman. Moi je connais ma mère. Mais tous les autres sont, toutes les autres sont des mamans et tous les autres sont des papas. Mais comment je vais me comporter maintenant dans la vie? C'est ça le problème au niveau de la situation actuelle, au niveau des pays, surtout le Congo. Comment aujourd'hui dans notre pays quelqu'un peut retrouver les membres de sa famille et les actes de ses ancêtres? Oui, la question est vraiment capitale. La question est capitale, comme je l'ai dit tout à l'heure là, c'est de la faute de nos parents. Ce sont nos parents, c'est nous parents qui devons déjà prendre des dispositions. Vous avez des enfants qui commencent à étudier. Quand un enfant est encore à l'école maternelle, il y a des documents déjà qui sont établis sur sa scolarisation. Quand il arrive à l'école primaire, il y a des documents qui sont établis. Mais souvent, quand il a son diplôme, même de 6e année, quand on pose la question aux parents, où sont les bulletins de l'enfant à la maternelle et à l'école primaire, les parents n'en ont pas. À partir de ce moment-là, comment l'enfant va connaître exactement d'où il vient? Ouais. Au niveau déjà des archives orales, les parents n'ont pas le temps de s'asseoir avec les enfants pour leur dire exactement d'où l'on vient. Et comment a été composé le clan. Les parents ne disent rien. Bon, mais l'enfant commence les études. Et ce sont les parents maintenant qui doivent gérer ces papiers scolaires. Mais les parents, dès que le papier arrive, ils regardent un peu, bon, ils déposent quelque part, et puis le lendemain, ils n'en ont plus besoin. Ils jettent. Mais alors, l'enfant, quand il commence à grandir, il pose la question, comment est-ce qu'il est passé de 3e à 4e, 4e, 5e, il n'y a aucune référence. Mais comment il va maintenant reconstituer son histoire et en parler à ses enfants, quand il va les avoir? Donc ça fait déjà un trou au niveau de chaque enfant. Au niveau de chaque enfant, et ce sont les parents qui devraient déjà au départ faire attention à ce qu'on puisse déjà conserver les archives orales, c'est-à-dire connaître un peu oralement d'où la famille est venue et commencer à avoir l'habitude de raconter à leurs enfants d'où l'on vient. En deuxième lieu, avec l'avènement de l'écriture, l'enfant commence à étudier. Il faut que les parents maintenant commencent déjà à conserver les histoires, les papiers de leurs enfants à partir de l'école maternelle, l'école primaire, puisque plus tard, vous allez quand même prouver à votre enfant ce qu'il était. Vous allez prouver à votre enfant comment il a évolué. S'il sortait par exemple premier de la classe ou deuxième de la classe, comment cet enfant va le savoir à la fin de la 6e année secondaire qu'il était à l'école primaire, premier, deuxième, premier, deuxième. Non. Donc il n'y a plus de traces. Il n'y a plus de traces. De telle sorte que même l'enfant qui était dernier à l'école primaire, votre enfant le savait, et votre enfant était toujours premier de la classe. Quand il se retrouve à la fin des études primaires ou secondaires, il n'y a plus aucune trace et les deux enfants se comportent de la même façon. On commence même à traiter l'enfant qui était toujours dernier de la classe mieux que votre enfant qui était toujours premier parce qu'il n'y a pas de traces. Et c'est ça le problème qui se pose au niveau de l'histoire même de l'enfant, au niveau de l'histoire de la généalogie de nos familles. Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments d'une manière détaillée qui peuvent nous aider à reconstruire l'histoire des familles? Oui, les pièces, vraiment il faudrait de temps en temps qu'on évoque. Il faudrait de temps en temps qu'on en parle. Souvent les gens ne font pas attention. Mais depuis quelques temps, depuis quelques années, quand nous essayons un peu de parler de l'importance des archives, nous commençons de plus en plus à insister sur le fait que les archives constituent l'alpha et l'oméga de la vie de l'homme. Souvent, les gens ne comprennent pas. Archives constituent l'alpha et l'oméga de la vie de l'homme. Cela veut dire que la vie de l'homme commence par les archives et la vie de l'homme va se terminer par les archives.
De telle sorte que, au moment où un enfant ou une femme est enceinte, la médecine moderne veut qu'on commence déjà les consultations. La maman va à l'hôpital. Les consultations commencent pour le compte de cet enfant qui est encore dans le ventre de sa mère. Il y a déjà des papiers qui sont établis. Après 9 mois, l'enfant sort. Il y a l'acte de naissance que le docteur doit établir. Le docteur établit tout d'abord l'acte de naissance. Et puis après, il faut le certificat de naissance. Et puis il faut encore aller à la commune pour établir encore l'acte de naissance de l'enfant. Donc à l'hôpital, certificat de naissance. Et quand il va à la commune, l'acte de naissance qui est établi par l'État. Bon, l'enfant grandit un peu. Il y a la carte de baptême. L'enfant est baptisé. Aujourd'hui, combien d'enfants peuvent encore présenter leur carte de baptême quand ils étaient encore jeunes? C'est difficile. Il y a la carte de baptême qui est établie. Et vous vous rappelez, même Jésus-Christ a commencé sa vie par le baptême. Et nous avons des traces, nous avons des signes qu'on a gardés. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand nos enfants sont baptisés, les parents ne peuvent pas garder, ne savent pas garder leur carte de baptême déjà? Alors que c'est important. Ensuite, l'enfant grandit, il commence les études. Il y a les attestations, il y a des bulletins qui sont établis. Pendant toute sa vie scolaire, depuis la maternelle jusqu'à la fin de l'école primaire et puis l'école secondaire, il y a tous des documents qui sont établis sur lui, jusqu'à avoir des diplômes, des certificats de diplômes, ainsi de suite. Et il termine, maintenant, il y a un souci qui arrive, ah, mon fils ou ma fille doit se marier. On se marie, il y a ce qu'on appelle l'acte de mariage qui est établi. Toujours au nom de cet enfant-là, dont la vie a commencé avec les consultations prénatales. Bon, quand il se fait engager, déjà, pour se faire engager quelque part, il doit écrire. Il doit laisser les traits comme quoi c'est lui qui a demandé. Il fait une demande d'emploi. Il fait une demande d'emploi, on lui répond. Il doit toujours continuer à garder. Bon, quand on lui a répondu, on l'engage. Il y a maintenant des documents pour dire qu'un tel est engagé ici à tel grade. Et pendant toute sa vie de carrière, il y a des bulletins de paye qui sortent chaque mois. Aujourd'hui, évidemment, au Congo, on va à la banque, on touche, bon, on rentre main vide. Mais quand nous avons commencé dans la fonction publique, dans l'administration publique, chaque mois, vous avez votre bulletin de paye. Et même quand les cadres, les chefs de bureau, les chefs de bureau et directeurs, nous étions payés à la banque déjà, quand nous allions à la banque concernée, j'ai récupéré mon bulletin de paye venant de la fonction publique. Ce qui fait que je dois garder tous ces bulletins-là. De telle sorte que quand vous jetez un coup d'œil sur ces bulletins-là, vous voyez très bien quelles étaient les rubriques qui étaient reprises dans le bulletin de paye. Bon, après, on avance dans la carrière et puis on dit non, là j'ai déjà très avancé, il faut aller en pension. Il y a des ordonnances qui sont prises pour que je puisse aller en pension. Et même pendant la pension, pendant ma vie de retraité, je dois encore aller quelque part pour continuer à toucher ma rente de survie. Il y a tous des documents qui sont établis sur mon compte. Jusqu'au moment où, à un moment donné, mon corps sera fatigué, je suis hospitalisé, il y a des ordonnances qui sont établies. Je suis hospitalisé, il y a des ordonnances qui sont établies. Finalement, Dieu me rappelle, il y a ce qu'on appelle le certificat de décès qui est établi à partir de l'hôpital. Et à partir de l'hôpital, on établit le certificat de décès. Nous devons encore aller, vous devez encore aller, pour ce qui me concerne, à la commune pour avoir l'acte de décès que l'État civil doit établir. Et encore, ce n'est pas encore fini. Bien qu'on a établi l'acte de décès, le jour où vous allez encore me remettre d'où j'étais venu, c'est-à-dire sous la terre, on doit encore faire le permis d'inhumation. Je ne suis plus là, je ne vis plus, mais il y a encore les permis d'inhumation qu'on doit encore établir pour dire, lui, il venait de la terre, il est rentré sous terre, à cet endroit, c'est là où on l'a ramené. Bah, alors, mes amis, comment voulez-vous qu'on puisse négliger une vie pareille, un document qui constitue l'alpha et l'oméga de la vie de l'homme? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi que les parents ont failli, les enfants sont désorientés. Quelles sont les dispositions que les archives nationales du Congo peuvent prendre aujourd'hui pour aider les Congolais à conserver l'histoire des familles? Oui, les dispositions
En tout cas, c'est un aspect assez important. Et les archives nationales devraient comprendre que cela fait partie de leurs attributions, ces dispositions-là. Qu'est-ce qui se passe? On est archiviste aux archives nationales. On peut aussi être archiviste quelque part, dans une entreprise, dans un ministère. Ou dans une famille aussi. Dans une famille aussi. Oui. Mais alors, en principe, commençons par la famille. Commençons par la famille. Tel que nous sommes là. Nous sommes déjà des parents. Nous sommes déjà des grands-pères. Est-ce que chacun de nous est en train de faire un effort pour reconstituer la mémoire de ses enfants? Normalement, chaque parent devrait avoir chez lui, dans sa valise, une farde pour chaque enfant. Depuis que l'enfant a commencé l'école maternelle, tout ce qu'on produit comme papier sur cet enfant-là, il doit le mettre dans cette farde-là. Jusqu'à l'évolution de l'enfant, jusqu'à ce qu'il ait mis les études primaires, secondaires et puis universitaires. Même pour le mariage, les papiers qui sortent pour le mariage d'un enfant doivent aller dans sa farde. Ça, c'est au niveau de chaque famille. Comment chaque famille devrait faire des efforts. Bon, maintenant, ça, c'est ce que la famille devrait faire. Maintenant, au niveau de l'institution nationale, tout le monde tire la conclusion qu'on n'est nulle part. On n'est nulle part. On a trouvé une situation difficile. Bon, disons que les gens souvent ne comprenaient pas exactement ce qu'il fallait faire dans un service d'archives, surtout aux archives nationales. Ici, nous sommes pour l'histoire nationale. Mais alors, l'histoire nationale, souvent nous sommes surpris et même un peu dérangés. Dans la mesure où, maintenant, n'importe qui, quand il a un problème, que ce soit dans sa famille, que ce soit au niveau du service, que ce soit au niveau de l'institution, on lui dit, allez aux archives nationales. Allez aux archives nationales. Vous pouvez arriver quelque part là, vous posez la question, vous voulez avoir des informations sur cette institution-là, puisqu'on ne veut pas vous faire entrer, pour qu'on puisse se débarrasser de vous, on vous dira, allez aux archives nationales. Alors que c'est une institution qui n'a jamais versé ces archives aux archives nationales. Mais puisqu'on ne veut pas être dérangé par vous, on dit, allez aux archives nationales. Bon, quand vous allez quelque part, vous voulez avoir des informations sur un homme politique, on vous dira, oh, allez aux archives nationales. Alors que cette famille-là n'a jamais déposé les archives de la famille aux archives nationales. Mais on dira toujours, allez aux archives nationales. Nous, ce qui fait qu'au niveau des archives nationales, on doit commencer par la sensibilisation. La sensibilisation, que les gens comprennent exactement ce que l'on devrait faire en amont. Ce qu'on devrait faire dans des familles. À partir de ce moment-là, une fois la famille arrive à reconstituer sa mémoire, nous allons alors inciter les familles à venir confier la conservation de leur mémoire à l'État, c'est-à-dire les archives nationales. Et je vous le dis, depuis quelque temps, il y a certaines familles qui ont compris, certaines familles qui ont commencé à devenir déposer leurs archives ici aux archives nationales. En ce moment-là, nous signons seulement le papier, nous prenons l'engagement comme quoi, sans votre autorisation, on ne pourra pas communiquer ces documents-là. Soit les gens ne comprennent pas ce que c'est. Sans votre autorisation, quand vous déposez les archives privées de la famille, on dira bien, on signe très bien, sans votre autorisation, on ne va pas communiquer ces documents à quelqu'un d'autre. Bon, ce qui fait que ça, c'est au niveau des familles, on doit déjà prendre des dispositions. Au niveau alors des archives nationales, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque les familles n'ont pas déposé, puisque l'État n'a pas reconstitué, puisque l'État n'a rien fait, alors maintenant, les archives nationales doivent comprendre que nous devons alors nous reconstituer maintenant la mémoire des familles. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous avons déjà commencé à faire? Nous tombons sur même un simple article parlant de la vie d'un ancien politicien, un ministre ou bien des députés ou quoi, mais qui était assez populaire là. Nous faisons un découpage de journal et nous ouvrons déjà une farde pour cet homme-là. Ce qui fait que là où le président Kasavubu a signé, la signature, quand elle sort très bien, nous découpons la signature avec son nom, nous déposons dans sa farde ou dans son carton. De telle sorte qu'on est déjà un peu très avancé au niveau des présidents. Vous voyez, au niveau des présidents, on est en train de tout faire et chacun a déjà un carton. Donc, les actes posés par tous les présidents, nous les rassemblons, nous rassemblons les traces et nous les déposons dans le carton de chacun. Bon, ça c'est pas seulement pour les présidents, mais il y a aussi les hommes politiques. Vous voyez, nous avons là des cartons, même dans mon bureau, il y a des cartons où c'est marqué homme politique, parti politique, homme politique, parti politique. C'est justement ce travail que nous sommes en train de faire maintenant. Nous nous sommes rendus compte que nous ne sommes nulle part, notre pays n'a encore rien fait. Il faut maintenant faire un effort pour reconstruire maintenant l'histoire des hommes politiques pour que demain, les enfants puissent alors retrouver des éléments pour reconstituer leur généalogie.
C'est ainsi que là où on marque, par exemple, la biographie de quelqu'un, nous découpons le papier, nous mettons dans sa farde, et quand on voudrait parler de lui, nous venons, nous sortons seulement la farde, et puis c'est tout, on a des éléments sur lui. Et quand les enfants vont venir, les enfants pourront savoir exactement d'où étaient venus leurs parents, puisque souvent, ce qui est publié, les enfants à la maison ne savent même pas. Ça. On sait que ici c'est pour Lundula par exemple, mais les enfants de Lundula ne savent pas d'où ils viennent, et où est-ce que leur papa avait étudié, quelles études militaires il avait faites, ainsi de suite. Alors quand ils viendront voir plus tard, même ses petits-fils, ils vont se rendre compte que notre grand-père ou arrière-grand-père avait fait ça. Il y a des documents qui existent aux archives nationales. Voilà notre mission pour le moment, et nous devons alors nous couper en 4 pour ça. Oui, à la liste que j'avais citée tout à l'heure là, archives alpha oméga de la vie de l'homme, j'ai cité la liste. Les éléments qui sortent de l'extérieur, mais aussi des éléments qui sortent de l'intérieur de la famille. C'est-à-dire, vous avez ce qu'on appelle une photo. La photo accompagne l'homme du début à la fin de sa vie. Ce n'est pas un acte qu'on va sortir à un moment donné. Non. La photo, dès que la femme est enceinte, il y a déjà des photos qui existent sur cette femme-là. On sait que ici, cette femme-là était enceinte de tel enfant. Bon, est-ce que c'est gros? Est-ce que c'est pas trop gros? On voit très bien comment était cet enfant-là. Tantôt c'est bas, tantôt c'était peu... Bon, on ne sait pas. Mais il y a déjà des photos qui sont là. La femme va mettre au monde. À l'hôpital, on prend déjà des photos et de l'enfant sur le lit de l'hôpital, la maternité, et de l'enfant dans la maternité. Il y a déjà des photos qui sont pour cet enfant-là, le jour même de sa sortie du ventre de sa mère. Et le jour du baptême, il y a des photos qui sont là. Le jour où il va à l'école, où on fait des manifestations, il y a des photos qui sont là. Et il y a des fêtes en famille, il y a des photos qui sont là. Il a son certificat, on fait une fête. Il y a des photos qui sont là. Il a son diplôme d'État, on fait une fête. Il y a des photos qui sont là. Et à tout moment, alors, même quand il sera malade, il y a des photos qui sont établies sur la maladie de quelqu'un, sur le malade. Alors, après, quand il meurt, dans le cercueil, on ne le voit pas. Mais seulement sa photo qu'on présente, tout le monde fait confiance à ce qui se trouve dans le cercueil. Puisque la photo est là, donc c'est lui. Et c'est difficile de dire, par exemple, non, je ne crois pas que l'homme qui est dans le cercueil n'est pas l'homme qui est dans la photo ici. Non, souvent, la photo représente justement le contenu du cercueil. Et tout le monde fait confiance. Même ici, quand on nettoie le corps d'un cadavre, la famille, souvent, il y a des familles qui n'assistent même pas. On donne seulement l'argent à l'hôpital, ce sont les agents de l'hôpital qui lavent le corps, et on dit, bon, donnez le cercueil. On donne le cercueil, on donne les habits. On donne les habits, et on emballe cet homme-là dans des draps ou même dans des couvertures. Souvent, même certaines familles, il n'y a personne qui est là. Il n'y a que les agents qui sont, ils ont été payés, ils doivent travailler. Ok, ils travaillent, mais vous ne savez pas qui est dedans. Ils ont fermé le cercueil et puis c'est tout. Sauf maintenant, il y a l'occasion, il y a les cercueils qu'on fabrique, on ouvre. Alors, on trouve que c'est pas le corps de la personne. Pourquoi est-ce que le corps qui vient de l'extérieur, on n'ouvre pas? Alors, est-ce qu'on sait exactement qui est dedans? Mais parce que la photo est là, on dit oui, c'est lui. Si on pleure quelqu'un, on dit ah, cet enfant-là, ah, il était joli. Ah, cet enfant-là, ah, il était militaire, et ainsi de suite. Mais celui qui est dans le cercueil, est-ce que c'est lui? Mais on fait confiance. Ce qui fait que la photo, c'est encore un document d'archives très très important qui accompagne l'homme du début à la fin de sa vie. Mais alors, pour ce qui est de la photo, il faut qu'on fasse attention. Aux archives nationales, nous avons aussi beaucoup de photos. Mais alors des photos qui sont muettes. Et une fois une photo est muette, c'est fini, elle ne vaut plus rien. Il faut toujours signaler, marquer même derrière de quoi il s'agit et quelle date, voilà. quelle année. Il s'agit de quoi. Si vous ne le faites pas, au bout de quelques années, la photo tombe dans la nullité. Elle ne vaut plus rien, puisqu'elle ne sait plus être interprétée, elle ne sait plus représenter quoi que ce soit. Vous avez parlé de la sensibilisation. Est-ce que vous ne trouvez pas que la généalogie, avec les implications archivistiques actuelles, il est nécessaire de créer une section aux archives nationales qui va s'occuper de l'histoire des familles? Je trouve que c'est important. C'est important. Il y va de notre vie. Il y va de la vie de la nation. Que les archives nationales commencent un peu à se préoccuper de cette affaire-là. Moi, j'ai vu en France, par exemple, au niveau des archives nationales, il y a toute une section, une direction qui s'occupe seulement des photos. Seulement des photos. Bon, ce genre de préoccupation, parce que nous, ici, ça fait un cas particulier. Dans les autres pays, sous d'autres cieux, les pays ont déjà dépassé ce niveau-là, ils n'ont pas de problème. Mais nous, ici, on a des problèmes au niveau des généalogies. Ce qui fait que les archives nationales veulent prendre un peu l'affaire au sérieux.
qu'est-ce qui se passe? En principe, au niveau des archives nationales, on devrait avoir des délégués partout, c'est-à-dire dans toutes les communes et dans toutes les institutions, pour surveiller la naissance des archives. Bon, il y a 2 mois, les amis de l'hôtel de ville sont venus me chercher. On a fait la ronde de toutes les communes de la ville de Kinshasa, les 24 communes. C'était quoi? L'état civil. L'état civil, où il y a inscription des enfants, les nouvelles naissances. Et j'étais obligé d'apprendre à ces gens-là comment traiter ces dossiers-là, comment les classer, comment les ranger et comment arriver à les communiquer. Oui, ce sont des gens qui ne sont pas des archives nationales. Ce qui fait que nous devrions avoir, par exemple, un agent dans chaque commune qui serait alors affecté dans ce service-là pour bien gérer ces documents qui sont très, très importants pour notre pays, pour nos généalogies. Bon, au niveau des archives nationales, on devrait aussi faire en sorte que nous puissions avoir même une division chargée seulement de cela, qui serait alors en contact avec l'état civil et l'état civil de toutes les communes et avoir la situation en main, telle que les copies qu'on dépose par exemple à la justice ou quoi, qu'on réserve aussi une copie pour les archives nationales. Et ce sont ces gens qui devaient être chargés de ça, à partir des communes, reconstituer même les photocopies et venir les poser ici, les ranger, les classer, de telle sorte que quand quelqu'un arrive, qu'on puisse alors facilement répondre à sa préoccupation. Les archives nationales, en tant que terminus ad quem, c'est-à-dire le terminus final, le point d'arrivée de tous les documents, c'est aux archives nationales. Ce qui fait qu'au lieu d'attendre que ces documents-là viennent seulement selon la loi après autant d'années, c'est mieux que nous puissions prendre le devant et faire un pas de telle sorte que nous puissions déjà prendre nos dispositions pour recevoir tous ces éléments-là. Et puisque c'est le terminus ad quem, on doit aussi savoir que c'est ici le dépositaire de la mémoire nationale. C'est-à-dire quand les Congolais auront compris l'importance des archives nationales et que les Congolais auront compris qu'il faut aller déposer nos éléments au niveau des archives nationales, à partir de ce moment-là, ce sera alors ici le dépositaire de la mémoire nationale, ce qui fait que chaque famille, comme vous avez besoin des éléments sur un membre de famille, vous venez, on vous répond, vous venez, on vous donne alors des éléments pour écrire l'histoire. Il y a des gens qui aiment écrire des lettres en se référant à leur papa, mais ils ne savent pas exactement à quelle année leur papa travaillait, par exemple, à la fonction publique. Mais si on a tous les éléments, à partir de ce moment, l'enfant vient, il récolte les éléments et puis il fait la lettre avec des éléments valables. Est-ce que vous connaissez le nom de votre père et de votre grand-père et de votre arrière-grand-père? Je connais le nom de mon grand-père, mais arrière, non. Je ne connais pas. Pour quelle raison? Bon, ça c'est le devoir des parents. Un parent doit se justifier par rapport à ça. C'est-à-dire, il doit faire connaître ses parents pour que ses enfants puissent aussi connaître les arrière-parents. Mais si on vous a rien signalé, oui, vous êtes flou, vous êtes comme ça. Est-ce que vous trouvez que c'est important, c'est une nécessité? Oui, c'est une nécessité. Parce que si vous ne connaissez pas vos arrière-parents, vous êtes nulle part. Hein? C'est-à-dire, la généalogie est très importante. Pour chaque personne, il doit connaître les arrières de leurs parents. C'est très important. Et sans cela, on est nulle part. Comment est-ce que vous pouvez... vous serez capable même d'établir l'histoire de votre famille? Ça sera difficile. C'est un point capital, la généalogie. Il faudra qu'on en parle. Il faudra qu'on insiste pour que la population congolaise puisse comprendre un peu d'où l'on vient. Parce que, vous savez, la généalogie, ça nous amène justement à la question, bon, comme quoi, si on ne sait pas d'où l'on vient, on ne sait pas où l'on est, et si on ne sait pas où l'on est, on ne sait pas où l'on va. Si vous êtes aujourd'hui, vous dites, mon papa c'est un tel, mais vous ne connaissez pas votre grand-père et arrière-grand-père, donc vous ne pouvez pas savoir d'où on était venu. Parce qu'il n'y a personne qui est là où, quand le monde a été créé, c'est là où ils ont toujours été établis. On vient toujours de quelque part. Mais pour venir de quelque part, pour qu'on puisse vous dire exactement d'où on était venu, de quelle province, de quelle région, de quel continent ou quoi, il faut que les parents en parlent. Alors ce qui fait que, en principe, nous parents, nous devons déjà prendre nos dispositions, faire en sorte que chaque enfant puisse avoir une farde où l'on place toutes ces pièces. Nous parents, nous devons avoir le temps de temps en temps d'échanger avec les enfants, de leur communiquer les informations, de leur expliquer les liens de parenté avec ce qu'on appelle cousin, neveu ou cousine, ainsi de suite là. Et au niveau aussi des institutions, il faut que l'État aussi prenne aussi certaines dispositions, et spécialement les archives nationales,
prennent leurs dispositions pour qu'on puisse alors arriver à sensibiliser et à reconstituer les généalogies des différentes familles des hommes politiques. Donc, vous êtes tenu à venir